Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, une review en pagaille, une sélection de jeux, voilà, que je vais vous présenter en une seule vidéo. Donc des petites présentations, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, etc. Mais je vais pas aller en profondeur, mais juste pour vous pitcher un peu le truc, vous montrer le matériel et puis peut-être vous donner envie de tester. Donc on va parler de Linkix, voilà, je regarde en bas parce que j'ai les boîtes qui sont juste ici. Cocoon, on va parler de la nouvelle extension de Hit, on va parler de Rit, un jeu anglais, ramener des scènes en octobre dernier, et puis on va parler d'Agent Avenue et de Mesos. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir que j'essaye de faire assez rapidement, donc j'espère que ça va vous plaire, et donc je vous donnerai mon avis un petit peu au fur et à mesure de tout ça. Donc bonne vidéo à vous. Allez, on va commencer cette vidéo avec Rit. Rit, c'est un jeu qui est exclusivement en anglais, que j'ai ramené d'Essen cette année. Donc c'est édité chez Dotwood Games, c'est d'ailleurs là que vous pourrez l'acheter si ça vous dit, si le jeu vous tente. Le game designer, c'est Karl Van Stiphout, et la direction artistique est de Frédéric Van de Bont. Voilà, donc c'est un jeu tactique de wargame, hein, c'est inscrit ici asymétrique. Pourquoi asymétrique? Parce que chaque joueur va avoir une faction. Donc ici, je vous ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Lorsque vous jouez à 2 joueurs, vous aurez forcément les humains contre les gobelins ou contre les morts-vivants. Voilà, vous allez prendre deux de ces 3 factions et vous serez obligé de jouer avec celle-ci. Vous aurez également le chaos et les primos, the primals, avec des dinosaures, etc. que vous allez pouvoir prendre. Et vous allez composer donc un plateau de jeu qui sera soit proposé par le jeu, donc vous avez des mises en place spécifiques par rapport à tel ou tel nombre de joueurs, et puis vous allez également pouvoir faire votre mise en place vous-même comme vous le souhaitez par rapport à certaines consignes de règles. Quel est le but du jeu? Eh bien chaque joueur chaque faction, et donc chaque joueur par évidence, va avoir un objectif. Donc je vais vous parler un petit peu plus de l'humain. L'humain, lui, va devoir retourner les tuiles sanctuaires qui sont juste ici. Ces tuiles vont avoir un petit feu allumé lorsque vous les retournez. Voilà, ce sera comme ça. Et du coup, si vous arrivez à retourner les 4 tuiles sanctuaires, vous aurez gagné la partie. Alors, comment ça va se passer pour ce jeu? Pour faire des actions, vous avez différentes pistes d'énergie ici qui vont être utilisables pendant la partie. Vous allez pouvoir utiliser la piste de round et la piste de réserve. Tout cumulé, ça va vous donner un nombre de points d'énergie que vous dépenserez pour faire des actions. La piste de faction, ce sera des points que vous allez gagner en fin de manche et qui vont être transférés directement ensuite à la réserve d'énergie. Imaginons que vous gagnez 4 points d'énergie en fin de manche, vous remettez à 0 et vous remontez ici de 4 points votre réserve d'énergie. La piste de round va dépendre de la manche dans laquelle on est. Si on est à la 5e manche, vous gagnerez 5 points d'énergie. Vous allez avoir des unités qui seront juste ici. Donc vous allez par exemple avoir le chevalier qui va vous coûter 1 point d'énergie pour être invoqué sur l'une des tuiles bleues qui se trouve ici. À chaque fois que vous allez invoquer des personnages, ils arriveront sur vos tuiles bleues et sur les tuiles rouges pour les autres personnages, pour les gobelins, et après vous aurez évidemment d'autres couleurs de tuiles avec d'autres symboles pour les autres factions. Comment vous allez les prendre? Vous allez utiliser des points d'énergie. Vous allez prendre par exemple votre chevalier et vous allez le placer par exemple sur cette tuile. Au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir invoquer des personnages, vous allez pouvoir déplacer ces personnages à nombre de 1 case pour un point d'énergie. Vous allez également pouvoir débloquer des capacités ici, des cartes qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles actions possibles. Lorsque vous arriverez à la fin de la manche, si par exemple vous arrivez à avoir un total de 5 points d'énergie, vous pourrez retourner cette carte avec qui est validée en fait à partir des 5 points. Ce sera 10, 15 et 20 pour les prochaines. Et vous avez ici des actions possibles, ça veut dire que vous allez pouvoir faire 4 fois cette action lorsque vous utiliserez, et lorsque vous aurez atteint, ces cartes-là n'utilisent pas votre énergie, mais lorsque vous aurez atteint 5 points à nouveau d'énergie, vous pourrez, utiliser cette action, vous mettrez un petit marqueur dessus, vous ne pourrez plus l'utiliser pour 5 points, ce sera maintenant 10, 15 ou 20. Vous allez également pouvoir faire venir votre ange ici pour les humains, vous aurez un dragon ici pour les gobelins. Comment vous allez pouvoir faire venir cet ange? Vous allez devoir avoir 4 Lightbringer autour d'un sanctuaire, mais un sanctuaire allumé, donc ça veut dire que vous aurez déjà rempli la condition
pour allumer ce fameux sanctuaire. Donc je vais pas rentrer dans les détails, le but c'est de vous expliquer un petit peu, vous montrer un petit peu le jeu. Vous allez également pouvoir combattre des unités. Si imaginons que je suis ici et puis que j'ai une unité rouge ici, je vais devoir dépenser une énergie pour pouvoir la dézinguer. Si cette unité a une autre unité adjacente à elle, ce sera 2 énergies. Et si moi j'ai également des unités qui sont à côté, ça va me coûter une énergie de moins. Voilà, vous allez donc pouvoir développer votre armée et puis faire votre stratégie de jeu pour que ça vous coûte le moins possible d'énergie pour pouvoir combattre les unités. En action, vous allez également pouvoir passer à un moment donné. Donc si le joueur gobelin passe en premier, on va descendre son petit curseur sur la piste de passe, en gros, et puis l'autre joueur, quand il va passer, va venir sur l'autre piste. Et alors vous arriverez à la fin du round. Si les humains remplissent la condition pour allumer un sanctuaire, vous allez l'allumer. Et ensuite vous allez déplacer tous les marqueurs sur la piste juste au-dessus, ce qui va vous donner la nouvelle piste de l'ordre du jeu pour la prochaine manche. Vous allez ensuite bouger votre marqueur de piste de round, voilà, et comme ça va vous donner également des points d'énergie ici par rapport à votre round en cours. Vous allez également gagner vos factions, vos points d'énergie grâce à vos factions, donc tout ça c'est détaillé sur votre personnage. Vous allez pouvoir convertir votre votre énergie de faction en réserve. Donc si imaginons que j'ai réussi à faire 3 points d'énergie grâce à mes factions, je vais baisser mon 3 à 0 et je vais gagner 1, 2, 3 ici sur ma piste de réserve. Si je dépasse les 10 et que j'ai toujours des points de faction, ils seront perdus. Vous allez pouvoir débloquer des cartes de power, ce sont ces cartes-là, voilà, si vous avez atteint le nombre de points. Par exemple ici je suis à 4 et 2, 6, j'aurais pu débloquer cette fameuse carte 5, voilà, donc ça c'est ce qui va me permettre de débloquer ces cartes-là. Et puis ensuite on va avoir l'action de Volcano. Donc Volcano, vous allez lancer un dé, c'est le joueur actif qui va le faire, pardon, j'avais fait 6. Et puis vous allez utiliser le petit tableau qui est juste ici pour activer toutes les choses qui concernent le numéro 6 sur votre plateau. Donc par exemple vous allez activer ce personnage là, vous allez pouvoir détruire une unité adjacente, ou alors vous allez créer des petites étincelles, là, des petites flamèches qui vont se déplacer, qui vont détruire des unités. Vous allez également activer cette huile là, mais dans le sens indiqué par la valeur du dé. Et suivant votre plateau de jeu, vous allez pouvoir activer telle ou telle tuile, parce qu'il y en a d'autres évidemment, et puis vous terminerez par ce personnage là. Ce personnage qui est le Fire Lord, lui va détruire des unités dans l'axe à portée de la moitié de la valeur, donc à portée de 3, donc toute unité qui serait à sa portée de 3 serait détruite. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Rite. Alors on n'est pas dans un jeu de conquête de territoire, mais plus dans un jeu d'affrontement et de réalisation d'objectifs personnels afin de gagner la partie. Voilà, et écoutez, maintenant que vous savez presque tout sur Rite, on passe au jeu suivant. Allez, on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus simple avec Lynx. Lynx, c'est un jeu totalement abstrait, qui va ressembler pas mal à un Tetris et à un Puissance 4, puisque nous allons avoir, regardez ça, un petit plateau qui se met normalement à la verticale, voilà, sur ses pieds comme ça, et vous allez avoir des pièces très ressemblantes à des pièces de Tetris, et ces pièces, vous allez chacun votre tour en placer une. Donc on va commencer par exemple par le joueur bleu qui va faire ça, et puis pourquoi pas le joueur blanc qui va aller mettre sa petite pièce à côté. Et quel est le but du jeu? Vous allez devoir relier soit le côté de gauche au côté droit, soit le bas au haut, en faisant tout un enchaînement de tuiles, et ces tuiles là elles doivent toujours être adjacentes ou en diagonale. Imaginons que le joueur blanc mette une tuile ici, le joueur bleu pourrait très bien continuer son évolution. Hop là, je vais vous mettre une pièce de cette manière là, et là on a bien une diagonale, donc on a la possibilité de continuer et d'évoluer soit vers la droite soit vers le haut. La chose qui est interdite dans ce jeu, c'est de créer des espaces vides. Donc par exemple, ici, je n'ai pas le droit de faire ça. Hop là, si je fais ça et que j'ai un espace vide, j'ai perdu la partie. Voilà, donc si vous allez enchaîner les tours comme ça, et si à un moment donné, personne n'arrive à rejoindre les deux côtés, ou le haut et le bas, ce sera la plus grande zone de bleu ou de blanc qui va gagner la partie.
Ça paraît tout bête comme ça et un peu vite fait, sauf que en final c'est hyper addictif. Vraiment à l'image d'un puissance 4, mais là on a le côté Tetris en même temps, puisqu'on a les formes les pièces de différentes formes là qui rappellent vraiment ce jeu. Donc voilà, ça fait un mélange et c'est très très bien. Ça s'appelle Lynx et c'est édité chez Blue Orange. Alors je sais plus qui a fait ça, c'est Robert E.C. Coleman. Alors je vous le dis direct, au niveau de l'esthétique du jeu, la direction artistique, je trouve ça vraiment horrible. Le choix des couleurs est très moche, le blanc et le bleu là, enfin je sais pas, ça a pas de tronche. En plus on a des pièces blanches alors qu'on a un contour blanc. Bon voilà, c'est pour moi l'un des jeux les plus moches que j'ai vu récemment, et la boîte aussi. La boîte est horrible, je déteste ce genre de boîte, je serais jamais allé acheter ça, sauf qu'en fait je l'ai testé à Cannes sur le stand de Blue Orange, et puis du coup j'ai vraiment trouvé ça cool, donc je voulais vous le présenter. On passe à Heat Tunnel Vision, c'est la toute dernière extension de Heat. Voilà, ce jeu vraiment trop cool, Heat, ce jeu de course de chez Days of Wonder, donc distribué par Asmodee. C'est toujours un jeu de Asger Harding Granrud et Daniel Skjold Pedersen. Dans cette extension, on va ouvrir la boîte et on va regarder exactement ce que l'on va y trouver. On va avoir un 6e joueur. Voilà, le joueur violet va venir intégrer votre partie de Heat. Alors, avant de regarder le plateau, voilà, vous avez les nouvelles cartes évidemment pour le joueur violet. Vous avez des cartes ici, des cartes plus et puis des cartes de chauffe, de moteur, des cartes Heat. Vous allez avoir évidemment le petit levier de vitesse pour votre plateau ainsi que votre petit bolide pour mettre sur votre plateau de course. Vous allez avoir un nouveau carnet avec les feuilles de score. Vous allez avoir un nouveau championnat qui sera arrivé ici, le championnat 1965. Voilà, et puis vous allez avoir des nouvelles cartes, des cartes avancées et un nouveau plateau. Hop là. Alors sur les cartes avancées, pendant que je vous en parle, vous avez un nouveau logo qui est le logo de rattrapage. Donc ça, si vous arrivez, vous avancez, vous êtes par exemple ici à 2 cases d'une voiture devant vous, vous pouvez, 3 cases, vous allez pouvoir utiliser votre rattrapage de 2 cases pour arriver juste derrière lui. Et puis à ce moment-là, en plus, vous allez pouvoir bénéficier de l'aspiration pour repasser devant. Donc ça, c'est vraiment pas mal, le rattrapage. Ça va permettre de redonner un petit peu de boost au jeu. Et alors voici les nouveaux plateaux. Vous avez l'Espagne avec les tunnels. Alors la particularité des tunnels, c'est que vous n'allez pas pouvoir défausser de cartes dans ces tunnels. Voilà, ce sera interdit. Donc il va falloir attendre d'être sorti des tunnels pour pouvoir défausser des cartes. Sinon on retrouve voilà un plateau avec un nouveau circuit avec des chicanes. Donc les chicanes, ce sont ces fameux virages, ces doubles virages avec une vitesse constante sur les 2 virages et représenté ici avec des petits liserés bleus. Sur les côtés, on en retrouve un autre ici. Et puis de l'autre côté, hop là, on va retrouver, oh là, je l'ai mis à l'envers. On va retrouver le plateau Nederland, voilà, avec un circuit très rapide ici, où on va pouvoir faire des pointes d'accélération assez puissantes, mais on va retrouver ici à nouveau une chicane. On n'aura pas de tunnel ici, mais on aura une chicane avec un circuit très rapide. Voilà, c'est tout pour l'extension de Heat Tunnel Vision. En tout cas, si vous avez le jeu et que vous avez déjà la première extension pluie ou pas d'ailleurs, vous pouvez très bien n'acheter que celle-ci. Mais si vous voulez jouer avec de plus en plus de joueurs dans votre boîte de Heat, et voilà, ça c'est un peu indispensable. Allez, on va parler maintenant de Mesos. Donc, dans ce jeu, vous allez essayer d'avoir le maximum de points de victoire. Que seront ces jetons qui sont juste ici? Alors, vous aurez des faces jaunes avec des points de victoire positifs et des faces rouges avec des points de victoire négatifs. Nous avons un paquet de cartes ici qui va être mis au fur et à mesure de la partie et on va aller jusqu'au bout de ce paquet de cartes ici. Je vous ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs à ce jeu. Alors ici, vous avez tout un tas de cartes, donc qui sont les cartes de l'ère 1. Vous avez 3 aires dans le jeu, donc au fur et à mesure les aires vont passer et vous avez ici donc 4 cartes de plus que le nombre de joueurs. Donc pour 2 joueurs j'ai mis 6 cartes et ici une carte de plus que le nombre de joueurs, donc 3 cartes. Nous avons ici une habitation, c'est une habitation de l'ère 1 et vous allez avoir des habitations améliorées ici pour l'ère 2 et l'ère 3 qui vont venir au fur et à mesure du jeu. Vous avez ici des petits totems qui seront à la couleur des joueurs. On va tirer au hasard qui sera sur la case du haut, qui sera sur la case du bas.
et les joueurs vont pouvoir commencer à jouer par rapport à cet ordre d'initiative, sachant que la case du haut sera l'ordre du premier joueur. Donc le premier joueur va avoir la possibilité de mettre son pion sur l'une des 4 cases, sur l'une des 4 tuiles qui est là. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous vous en doutez, c'est que si je vais ici, je vais devoir choisir une carte du bas, ici une carte du haut, ici une carte du bas et une carte du haut, et ici 2 cartes du haut. Évidemment, plus vous allez aller à droite, plus c'est intéressant, mais plus vous allez aller à droite et moins vous aurez de chance d'être premier joueur, car à chaque fois ce sera le joueur qui sera le plus en amont possible de cette tuile de campement du feu, qui aura l'initiative lors de la prochaine manche, et en plus c'est lui qui pourra résoudre en premier les actions. Donc imaginons que le joueur rouge se mette ici. Pourquoi pas, pour aller chercher une carte en haut et une carte en bas. Le joueur jaune pourrait très bien aller chercher 2 cartes en jaune pour se faire un petit peu plus de cartes qui l'intéressent juste ici. Alors vous avez 3 types de cartes dans ce jeu. Vous avez les cartes action, donc comme les cartes qui sont juste ici. Vous avez les cartes événements, comme celle-ci, qui en plus est particulière puisqu'il s'agit de la carte subsistance. Donc c'est la carte qui va vous obliger à avoir de la nourriture pour pouvoir nourrir votre tribu, et vous avez des habitations. Et les habitations, vous allez devoir les payer avec de la nourriture. Alors c'est pas évident d'avoir de la nourriture dans le jeu. Vous allez en gagner par rapport à des chasseurs. Donc ces chasseurs vont avoir parfois une icône de nourriture ici. Vous allez également avoir des chamans qui eux vont avoir des petites étoiles. Vous allez avoir les bâtisseurs qui vont vous réduire le coût des bâtiments. Et puis vous allez également avoir les artistes qui vont faire des peintures sur les murs. Et enfin, je crois, voilà, les cueilleurs qui sont juste ici, qui eux vont vous permettre de réduire votre nombre de nourriture nécessaire pour votre tribu. Allez, on va regarder un petit peu vite fait comment ça se passe. Donc le joueur rouge, il doit prendre une carte en haut et en bas, ou en bas et en haut comme il le veut. Je peux vous assurer qu'il prendra forcément le cueilleur. Il va mettre ça dans sa zone de jeu, et ensuite après vous allez cumuler suivant les nombres le type de cartes que vous allez prendre, les cumuler verticalement, et c'est ce qui va vous donner soit des réductions, soit des points de victoire en fin de partie, comme par exemple avec les bâtisseurs qui vous donnent des points de victoire en fin de partie, et puis également les artistes qui vont vous donner 10 points de victoire, je crois de mémoire, lorsque vous avez une paire de bâtisseurs, de peintres. Vous allez par exemple prendre ici le chasseur pour la carte du haut, et puisqu'il y a un petit bout de viande ici, vous allez gagner une viande. Votre pion est terminé, votre action est terminée, vous allez donc le ramener juste ici, et forcément vous allez le choisir sur la case du haut, parce que cette case du haut va vous amener une nourriture, alors que la case du bas va vous coûter une nourriture ou alors 2 points de victoire. Donc c'est l'un ou l'autre. Le joueur jaune, quant à lui, va commencer à faire sa cueillette de cartes. Il va par exemple prendre, pourquoi pas un bâtisseur, et puis pourquoi pas un chaman. Vous ne pourrez jamais choisir les événements, et lorsque l'on a terminé la manche, le joueur jaune va revenir ici sur la deuxième case, et il va prendre une pénalité de 2 points de victoire parce qu'il n'a pas de nourriture à donner. Ensuite, vous allez enlever toutes les cartes qui étaient juste sur la partie basse du plateau. On va les mettre ailleurs, on va les défausser. Toutes les cartes qui étaient en haut vont descendre. Et vous allez remettre 4 cartes plus le nombre de joueurs, donc 6 cartes sur la partie haute. Et vous allez démarrer comme ça une nouvelle série. 3, 4, 5, et 6. Lorsque vous allez passer une ère, vous allez descendre les habitations, puisque sinon elles restent là où elles sont. Donc l'habitation de niveau 1 va descendre, vous allez la placer ici, vous allez libérer donc les habitations de niveau 2, et ça ce sera également donc un coût en nourriture, et puis des nouveaux bonus qui seront applicables ici. Lorsque nous allons appliquer à la fin d'une manche les événements qui se trouvaient sur la piste du bas, on va forcément appliquer la subsistance en dernier, et vous allez par exemple, si vous aviez 2 événements comme ça ici, vous allez appliquer celui-ci en premier, puis vous feriez la subsistance en dernier, quelquefois que vous ayez des choses qui vous fassent gagner un peu de nourriture. La subsistance, c'est pas compliqué. Vous allez regarder combien vous avez de personnages dans votre village, donc combien de cartes vous avez. Vous allez devoir payer une nourriture par carte, ou bien vous allez devoir perdre des points de victoire, donc 1 point de victoire par exemple pour cette carte subsistance, sachant que dans l'R2 vous en avez une autre qui va vous demander forcément plus de points de victoire.
À la fin de la partie, lorsque vous aurez déclenché les deux derniers événements que sont forcément ces deux cartes un peu bleutées, grises là, voilà, vous aurez une dernière phase de subsistance à la fin, et bien vous allez compter les points et donc ce sera les points indiqués sur les cartes bâtisseurs. Vous allez cumuler ça avec les paires d'artistes comme je vous l'ai dit pour gagner 10 points par paire d'artistes. Vous aurez également des points sur des habitations et vous allez également à gagner des points par rapport à ces cartes là qui vont vous rapporter bien autant de points multipliés par le nombre d'objets. Alors ce sera le nombre de cartes que vous avez multiplié par le nombre d'objets différents. Donc si vous avez 6 cartes avec 6 objets différents, bah, ça vous fera 6 x 6, 36 points. Alors Mesos, c'est bien, on l'avait découvert à Cannes l'année dernière, donc en 2023, puisque on avait eu la chance de tester le prototype, enfin une version qui n'était pas finalisée du jeu en avant-première, et du coup on avait un peu d'espoir quand même sur ce jeu qui ma foi était plutôt sympa. Et au final, lorsqu'on a récupéré donc la version finale dernièrement, et ben il s'avère que nos attentes qui étaient assez hautes sur le jeu, eh bien, ont été un petit peu déçus parce qu'en fait on s'est retrouvé avec un jeu qui finalement n'est pas grand chose, parce que vous allez collectionner des cartes comme ça et puis c'est très répétitif et puis la nourriture va manquer souvent et c'est un peu galère. Donc alors si en fait, c'est-à-dire que dans le même jeu, dans le même style de jeu, je préfère jouer à Parks, voilà, clairement. Après, si vous n'avez pas Parks chez vous et que vous avez Mesos, je pense que vous allez apprécier Mesos, mais si vous devez comparer ce jeu avec d'autres styles de jeux de collection, eh bien peut-être que celui-ci aura peut-être un petit peu plus de mal à trouver sa place. Voilà, en tout cas le design du jeu est très cool et puis le matériel est plutôt chouette aussi. En plus il y a plein de rangements dans la boîte, donc ça en termes de design, de direction artistique, etc., d'ergonomie, c'est vraiment très très bien. Allez, le jeu suivant, il s'agit de Cocoon. Cocoon de Julien Griffon, Marie et Wilfried Faure, illustré par Camille Chaussy, édité chez Blanquise Éditions et distribué par Asmodée. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour 6 ans et plus et pour des parties de 20 minutes. Et quel est le but de ce jeu? Vous voyez que vous avez ici des petites boîtes qui vont pouvoir se déplacer et sous ces boîtes, eh bien, il y a des trappes et sous ces trappes, eh bien, il y a des jetons animaux. Vous allez en voir un par exemple, c'est comme ça, et puis vous allez pouvoir les retourner, et puis vous allez découvrir au fur et à mesure quels sont les animaux qui se cachent sous les trappes, et vous allez vous arranger toujours pour que vous ayez la vue sur 2 angles par rapport aux autres joueurs. Donc moi, si je suis là, je dois avoir la vue dans cet angle-là et celui-ci, mais je ne dois pas voir ce qui se passe ici ni ici. Donc là, si je vous montre ce que je vois, hop là, je vais revenir, si je vous montre ce que je vois, bah ça donne ça. Donc je vois ici un animal, ici il s'agit d'une grenouille, voilà, vous la voyez, et ici je ne vois rien. Par contre, à chaque fois que vous voyez un petit losange rouge, rose, eh bien ça veut dire que l'animal va se trouver sur la face juste ici. Donc il va falloir déplacer à chaque fois lors de votre tour des trappes, des cocons, on appelle ça des cocons, pour libérer des trappes et ensuite libérer des animaux. Comment vous allez faire ça? Eh bien grâce à ces jetons qui sont placés juste ici. Alors si vous revenez un tout petit peu en arrière, vous allez voir que j'avais mis le cocon des jetons juste ici. Donc petite erreur, hop, et puis il y a eu un petit changement de plan et c'est revenu à la normale. Voilà, donc vous allez prendre un jeton et grâce à ce jeton, eh bien vous allez pouvoir déplacer des cocons. Donc vous allez le placer par exemple dans ce cocon. Alors ici déjà je ne vois rien, hein. Je n'ai pas de point rose, donc je ne vois pas ce qui se passe. Par contre je sais qu'il y en a un là, donc je vais déplacer ici comme je viens de vous le montrer. Donc je vois désormais qu'ici il y a une grenouille, ici évidemment je ne vois rien, il n'y a pas d'animal, par contre je viens de libérer une trappe. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ces trappes? Eh bien vous avez des runes. Ces runes, dans votre premier niveau de jeu, elles ne vont vous servir à rien, donc toutes les trappes que vous allez découvrir ne vous servir à rien, mais ça va au moins vous entraîner à les ouvrir pour la suite des parties. Et ensuite vous allez dévoiler un animal. Ici j'ai un poisson, et si j'ai déjà découvert quel est le cocon du poisson, eh bien je pourrais le mettre
par exemple ici, imaginons que je sache qu'ici c'est le poisson, juste sur cette boîte là, et bien ça veut dire que je peux mettre mon poisson juste ici. Donc il y a un travail de mémoire à faire, et parfois peut-être vous allez jouer un petit peu trop vite, ou vous allez pas vous rendre compte que vous avez fait une erreur, et si quelqu'un s'en rend compte, et ben il va falloir qu'il corrige cette erreur, et pour cela, et bien il va devoir défausser 3 jetons. Donc attention, sur les 25 ça va vite. S'il défausse 3 jetons, et bien il va pouvoir reprendre le jeton animal sur lequel vous aviez fait une erreur et le placer par exemple dans le bon cocon. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à temps et bien d'avoir remis tous les animaux dans chaque cocon et d'avoir remis le jeu dans sa position initiale pour revoir le jeton de départ, et à ce moment-là vous allez vérifier si tout est bon et si vous avez bien mis les bons animaux dans les bons cocons. Voilà, c'est pas facile à dire ça. Vous avez tout un tas de tuiles qui sont à disposition pour d'autres niveaux. Après, vous avez par exemple des cadenas, donc ça c'est plutôt rigolo parce que lorsque vous allez mettre les cadenas, eh bien vous allez mettre les runes qui correspondent à ces cadenas bien en jeu. Et par exemple, pour pouvoir dévoiler l'animal qui est sous cette trappe, eh bien il va falloir d'abord avoir récupéré tous les runes qui permettent de débloquer le cadenas. Donc ça c'est plutôt sympa. Évidemment ça va devenir de plus en plus difficile. Vous allez avoir des glissades, donc lorsque vous dévoilez un jeton glissade, bah hop, vous devez redéplacer tout de suite un cocon et puis peut-être libérer une autre trappe. Vous avez également des jetons trappes qui permettent bien de faire des rotations. Donc ça, bah voilà, ça va mettre le bazar, ça va vous permettre d'oublier un petit peu où c'est. Et puis vous avez également des trappes avec des numéros et vous allez devoir les ouvrir dans l'ordre. Donc ça va forcément complexifier le jeu, donc il y a une bonne rejouabilité à ce jeu. C'est très ludique, c'est très joli, le matériel est magnifique et franchement, ça, voilà, la boîte, vous avez toute la mise en place, les boîtes sont dedans, il n'y a rien qui est dans des sacs à punch, etc., dans des petits sacs plastiques. Tout est là. Lorsque vous rangez tout, et ben vous remettez tout dans les boîtes et puis ça prend 2 secondes à ranger et c'est vraiment très très sympa. Voilà, c'est très ludique, c'est très rigolo et on s'y prend vite au jeu et croyez-moi que lorsque vous allez commencer à faire des niveaux au-delà du niveau 1, ça va commencer à devenir un petit peu le cassement de tête et il va falloir un petit peu réfléchir. Allez, dernier jeu de cette vidéo, on va parler de Agent Avenue, voilà, nouveau jeu de chez Yellow. Donc c'est un jeu de Christian et Laura Kudal, illustré par Fanny Pastor-Berly. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour des parties de 15 minutes environ. Voilà, donc dans Agent Avenue, eh bien, le but ce sera de découvrir l'identité de votre adversaire, et pour cela, eh bien, il va falloir atteindre ou dépasser eh bien, votre adversaire pour arriver à retrouver son identité. Donc si vous arrivez à le faire, eh bien vous aurez gagné la partie. Vous avez un emplacement vierge d'un côté, un emplacement bleu pardon de l'autre côté. Vous avez un plateau recto verso avec une face ici qui est la partie avancée avec des petits bonhommes noirs, donc qui sont les cartes spéciales qui sont juste ici. Vous avez la même chose de l'autre côté mais sans ça. Donc bah franchement déjà je trouve que le jeu sans ces cartes là perd de sa saveur parce que du coup c'est quand même pas non plus une grande avancée on va dire technologique. Hein. Donc du coup, lorsque votre personnage s'arrête précisément sur l'une des cases avec ce symbole, eh bien vous allez récupérer une carte. Vous allez distribuer 4 cartes à chaque joueur et les joueurs vont les regarder secrètement. Je vais vous révéler une main pour voir un petit peu à quoi ça correspond, comment sont foutues ces fameuses cartes. Et ici, nous avons donc l'agent double, la sentinelle, le mercenaire et une autre sentinelle. On va regarder les cartes de notre adversaire. Allez, comme ça, on aura déjà une vision un peu plus globale de ce qu'on peut faire dans le jeu. Et à chaque fois, eh bien, vous allez, lorsque c'est votre tour, devoir choisir 2 cartes parmi les 4 cartes qui composent votre main, en présenter une face visible, l'autre face cachée, et votre adversaire va devoir choisir entre soit celle qui est face visible, soit celle qui est face cachée. Comment il va faire ce choix? Eh bien, par rapport au nombre de cartes qu'il a déjà du même type dans sa zone de jeu, et c'est ce qui va donner eh bien l'action qui va être inscrite sur la carte. Pourquoi? Parce que si vous prenez une sentinelle et que vous la mettez dans votre jeu et que vous n'avez pas de sentinelle dans votre jeu, eh bien vous avancez de 0 cases. Si vous prenez une sentinelle et que vous en avez déjà une autre, donc ça vous en fait 2 dans votre zone de jeu, vous avez maintenant donc 2 sentinelles, et bien 2 sentinelles, vous allez avancer de 2 cases. Donc imaginons que ce soit le joueur bleu qui prit ça, il avance de 2 cases et en plus au passage il prend une carte Agent Avenue. Si vous prenez une 3e carte sentinelle et que vous la placez ici, eh bien à partir du moment où vous aurez 3 ou plus cartes du même type, vous allez appliquer la 3e case. Donc ici vous allez avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là vous gagnez
eh bien la partie, puisque vous avez découvert, vous avez passé votre adversaire. Donc évidemment, suivant les cartes, eh bien vous allez avoir des cartes avec des points positifs ou des points négatifs. Vous allez avancer, vous allez reculer. Attention, si vous êtes ici et que vous reculez de 2 cases, 1, 2, vous découvrez l'identité de votre adversaire parce que vous le rejoignez. Donc ça marche aussi en reculant. Vous allez avoir des cartes un petit peu spéciales, comme par exemple la cryptologue. Si vous avez 3 cryptologues, eh bien vous avez gagné immédiatement la partie. Et vous allez avoir des risques tout, voilà, qui sont juste ici. Si vous avez 3 risques tout dans votre zone de jeu, vous allez perdre la partie. Voilà, donc je vous la fais vite fait. Vous allez avoir 2 cartes, vous en mettez une face cachée, vous dites à l'autre joueur, eh bien vas-y, laquelle tu souhaites prendre. Soit il prend le sentinelle parce qu'il sait qu'il en a 2 en plus dans la main, ça peut être pas mal. Il va la prendre et puis l'autre joueur va donc prendre la carte qui reste. À la fin de votre tour, vous allez bien refaire votre main à 4 cartes. Attention, si jamais vous avez votre adversaire qui a 2 cartes et que la pioche est vide, eh bien la partie s'achève et ce sera celui qui est le plus proche de l'autre qui va gagner, sachant que ça marchera dans le sens du plateau, donc dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors juste une précision sur les cartes spéciales qui sont juste ici. En fait, vous allez les dévoiler. Vous allez en dévoiler 3. Hop là, ça rentre plus dans le cadre, mais en gros voilà, vous allez en dévoiler 3 et puis vous allez choisir l'une des 3 lorsque vous gagnez une carte. Vous avez des effets de cartes avec des effets donc immédiats et des effets permanents. Donc vous allez appliquer l'effet immédiat ou permanent de votre carte choisie. Et bah écoutez, voilà, donc qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est un jeu qui est très simple et qui est très sympathique. Vraiment, ça marche très bien, ça fonctionne super, c'est très plaisant comme jeu, on se prend au truc et puis c'est pas long, vous allez pouvoir l'emmener partout, c'est vraiment un très bon jeu, je trouve, ça marche très très bien. C'est très simple, donc vous pouvez jouer même avec des enfants assez jeunes, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ils savent lire, à la limite même pas. Si vous jouez sans les cartes spéciales, vous pouvez jouer avec un enfant qui sait pas lire, juste qui sait reconnaître les numéros, ça suffira. Et les dessins, voilà, vous lui montrez la cryptologue, vous le guidez. Si tu en as 3 comme ça, tu vas gagner. À partir du moment où ils savent lire, c'est là où on pourra jouer effectivement avec ces cartes-là. Et écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo de review en pagaille, voilà, de jeux en pagaille. Et écoutez, maintenant que vous savez tout sur tous ces jeux, alors, tu joues quoi?